nous voici rendus à notre section Bonnie. Stéphane Lessard. Comme comparaison avec un joueur actuel, Connolly serait-il un Zegras? OK. Stéphane, je comprends pourquoi vous dites ça. Parce que Trevor Zegras était un joueur spectaculaire, mais à qui on reprochait de ne pas s'enfarger dans les petits détails. Faire des dessins aussi un peu Ouais, ça, c'est une inappropriés. Puis, tu sais, Connolly a un peu une mauvaise réputation à cause de ce que tu viens de dire. Zegras a une mauvaise réputation pour d'autres choses. En fait, la réponse est non. Parce que, honnêtement, je trouve que Trevor Connolly, c'est un joueur qui est capable de faire des jeux à pleine vitesse. C'est un gars qui est extrêmement dynamique. Alors que Trevor Zegras, je trouve, oui, c'est un joueur habile, mais c'est un joueur qui va aller de petites feintes spectaculaires par séquence, mais à un moment donné, il peut disparaître pendant des saisons complètes comme l'an dernier. Et je ne sais pas, moi, Trevor Zegras, il ne me fait pas lever de mon siège, alors que Trevor Connolly, oui. Et juste une petite parenthèse, Trevor Connolly, en fin de semaine, 2 matchs, 1 but, 1 passe. Il est rendu à 2 buts, 3 passes en 4 matchs à Henderson. Il est un des meilleurs joueurs de l'équipe dans la Ligue américaine à 19 ans. On le répète, et ce n'est pas la dernière fois qu'on parle de lui cette année, jusqu'à son rappel peut-être un jour chez les Golden Knights. En fait, tu le répètes et c'est pas la dernière fois que tu parles de lui. Oui, mais on est une équipe ici. Ah, OK. Parfait. Free question. Simon. Oui, une question d'Antoine. Antoine Brunet? Fantilli et Celebrini ont eu une année exceptionnelle lors de leur repêchage dans la NCAA. Boston University avait Lane Hudson, Michigan était encore plus nanti avec les Luke Hughes, Samoskevich, McGroarty, Brindley, Seamus Casey. Est-ce que la production de points plus décevante par rapport à Celebrini et Fantilli peut s'expliquer par le fait qu'il est moins bien entouré? Si on met McKenna dans une équipe similaire à Fantilli avec Michigan, est-ce qu'on peut croire que McKenna se rapprocherait de la production de points de Fantilli plutôt que le point par match comme en ce moment? J'aime cette question. Oui, c'est une très bonne question. Dans le sens que, vu de l'extérieur, on peut penser ça. Mais Penn State a quand même une équipe qui est classée en ce moment 5e, là, aux dernières nouvelles. Oui, ils n'ont peut-être pas autant de futurs joueurs de la LNH qu'une équipe comme Michigan, par exemple. Regarde, McKenna fait quand même ses points, là, bon an, mal an. Mais ce qui me dérange dans le jeu de McKenna par rapport à Fantilli et Celebrini, c'est qu'il n'y a pas le dynamisme des deux autres. McKenna, il se traîne un peu les pieds, joue en périphérie. Oui, il fait des belles petites passes, il fait des beaux petits jeux, il a une créativité qui est assez supérieure à la moyenne. C'est ce qui fait qu'il va être repêché très haut. Mais je ne crois pas que McKenna au Michigan, oui, peut-être aurait quelques points de plus, en raison de, tu sais, mettons, s'il jouait avec Michael Hage, Will Horkoff, par exemple, mais c'est l'ensemble du jeu de McKenna, moi, qui me déçoit énormément par rapport aux attentes. Et puis, c'est ça. D'ailleurs, je vais aller voir Michigan en fin de semaine contre Harvard, voir les Hage, Horkoff et compagnie. 2 matchs, et la semaine prochaine, on va en parler dans l'épisode régulier. Dans la région de Boston. Oui, dans la région de Boston. Une question de PM Savard. Snake, comme fan des Hawks, je suis content des performances de Spencer Knight. Mais est-ce que cela risque de nuire à la reconstruction de l'équipe pour les choix au repêchage? Car malgré les beaux flashs des défenseurs, il manque des ailiers de top 6 pour Bédard et Nassar, et 1 ou 2 choix top 5 auraient aidé pour les entourer. Tout à fait. Tout à fait. Surtout que, un moment donné, les Hawks ont fait des choix dans le sens qu'ils ont repêché Levchunov au lieu d'un Demidov ou un Seneca, par exemple. Mais Levchunov joue bien. Il va bien, là. Alors, à un moment donné, tu ne peux pas boucher tous tes trous avec des choix top 5, à moins d'en avoir pendant 8 ans de suite. Et là, oui, c'est sûr que Spencer Knight aide. C'est sûr que Connor Bedard, qui commence à devenir le Connor Bedard qu'on attendait, ça aide beaucoup. Est-ce qu'il manque des ailiers? Oui. Cependant, je vais peut-être t'encourager en te disant qu'il y a quand même des petites cartes cachées. À Chicago, par exemple, John Mustard, qui joue à l'Université Providence, choix de 3e ronde. Il y en a qui parlent de lui pour jouer avec Équipe Canada Junior cette année.
Ça, c'est un gars, d'après moi, qui pourrait être dans la Ligue nationale bientôt. Il y a également Nick Lardis, qui joue très bien dans la Ligue américaine en tant que recrue. Je pense que lui aussi, ça pourrait aider. Mais c'est sûr qu'un autre choix, top 5, aurait été bienvenu. Puis, de la façon que c'est parti, la saison est jeune, mais je ne pense pas que les Hawks aient un choix top 5 cette année. OK. Oliver Moore qui joue au centre, Oui. mais qui est moins pire que je pensais. Oui, Oliver Moore, pas pire. Ça ne sera jamais un grand producteur de points, mais c'est quand même un bon joueur top 9, d'après moi. Le reste, ben, c'est sûr, tu sais, Tyler Bertuzzi, 12 buts en 19 matchs. Oui, j'aime bien Tyler Bertuzzi, mais c'est sûr que dans le contexte d'une reconstruction, tu ne veux pas un joueur de 30 ans qui va faire 12 buts en 19 matchs. Et tu veux que ça soit uniquement grâce à tes jeunes joueurs que tu progresses. Mais, tu sais, Spencer Knight, à un moment donné, il faut que tu ailles te chercher un gardien, comme les Sharks ont fait avec Askarov. Il fait partie Askarov de joue l'équipe. très bien depuis 3 semaines et les Sharks gagnent. Mais là, tu peux pas dire mets ce gars-là sur le banc ou va pas le chercher parce que tu veux avoir un autre choix top 5. Tu sais, ça se fait organiquement des fois. Fait que c'est sûr que le Chicago avec Knight et San Jose avec Askarov se sont peut-être privés d'un choix élevé, quoique je pense que San Jose, à un moment donné, les roues vont débarquer du carrosse. Alors que Chicago, je pense pas qu'ils fassent les séries, mais ils vont être plus vers le milieu de peloton, je pense. Blizzak 98. Qui? Blizzak, je pense que c'est une marque de pneus. Ah oui? Blizzak. Ah. Quelle est l'analyse du Snake concernant un de ses prospects, Connor Geeky? Oh. Oui, Connor Geeky, que je voyais dans ma soupe pour repêchage de 2022, qui en ce moment, qui est arrivé à 20 ans dans la Ligue nationale l'an dernier. Il a joué sporadiquement à Tampa. Il s'en étouffe, hein? Il était cherché 14 points en 52 matchs. Quand tu t'es étouffé? Ou... Non. Il a eu 14 points en 52 matchs à son année recrue à 20 ans pour un gars qui avait été échangé par Arizona dans l'échange de Mikhail Sergachev. Regarde, il a joué à peu près une dizaine de minutes par match l'an dernier, donc j'étais quand même assez satisfait. Il a montré des flashs, mais là, cette année, après 6 matchs, Tampa ne le faisait pas plus jouer. Le renvoi dans la Ligue américaine, il était à 1 point par match en ce moment. Il y a 21 ans, je dis souvent que les joueurs d'avant, le temps presse. Il faut absolument que Geeky s'établisse au moins de façon adéquate dans la LNH l'an prochain, à l'âge de 22, si ce n'est pas d'ici la fin de l'année. Moi, je ne le déteste pas à Syracuse, mais, regarde, c'est pas une excuse que je cherche, là, mais j'ai l'impression que, en raison de la façon que Tampa est composé, non, arrête ça, Mathias. La façon que Tampa est composé, le gars, d'après moi, il n'obtient pas sa chance. Donc, c'est une excuse. Ben oui. OK. Moi, j'aurais aimé qu'on lui donne peut-être un 15-16 minutes par match avec du temps de jeu de puissance, mais qu'est-ce que tu veux, Tampa est quand même encore très, très fort. Il ne peut pas prendre la place des joueurs qui sont là en ce moment. Alors moi, je dirais Free Connor. Free Geeky. Ah ouais, mais regarde, t'as fait ta place. Tu mérites tes minutes. Alors, le Canadien cherche un centre, là. Je dis ça, je dis rien, je bois une gorgée d'eau. Ouais, c'est ça. Tu sais bien, là, parce que tu vas t'étouffer encore, là. Oui, ben moi, j'irai le chercher à la place du Canadien. Encore une fois, à tout seigneur, tout honneur, c'est toi qui choisis les questions, puis j'en connais beaucoup à ta place qui auraient évité cette question. Non, j'ai Cette vétéré. question embarrassante. Non, elle n'est pas si embarrassante que ça. On parle d'un gars un point par match dans la Ligue américaine. Catastrophique. De repêchage 2022. Tu tapes sur Slav, mais tu défends ton gars qui est dans la Ligue américaine. Oui, il a été choisi 11e. Il a été choisi 11e. Slav premier. Slav premier. Oui, en tout cas, j'arrête. Fiche 50-98. Ah, ça recommence. Oui, on aime ça. Que pensez-vous d'un joueur comme Alex Stock qui deviendra autonome? Oui. Vois-tu, j'aime bien Alex Stock. C'est un gars qui a vraiment... il était bon à Vegas, mais il a vraiment éclos à Buffalo. Il était la pièce maîtresse de l'échange de Jack Eichel. Évidemment, on ne peut pas le comparer à Jack Eichel. Mais justement, pour ceux qui pour se remémorer l'échange, c'était Alex Stock. Peyton Krebs, c'est un premier choix qui est devenu Noah Ostlund. Noah Ostlund qui joue bien, à Buffalo en ce moment, au grand bonheur de Mathias. Et vois-tu, qui était un de mes préférés. Oui, c'en est un. C'est un joueur qui n'a pas resté longtemps dans la Ligue américaine. Ouais. Alors, je pense que c'est un gars peut-être que le Canadien aurait visé s'ils avaient gardé leur choix qui a été échangé pour Kirby Dach. Mais bon. Garde, pour Tuch, moi, le problème que j'ai avec un gars comme Tuch, c'est qu'il va avoir 30 ans au moment où il devient autonome. Et ça, c'est un piège. C'est une année piège dans le sens qu'il devient autonome.
Là, tu es sûr qu'il va demander un contrat de 7 ans à Buffalo et 6 ans à une autre équipe. Je pense que ça entre en vigueur cette année, les contrats plus courts. Puis là, à un point par match, un gars qui frappe, un gars qui est à son apogée physiquement, bien, ça va demander quoi? 10-11 millions? Donnes-tu Ouais, c'est 6 sûr qu'en ans, ce moment. 6 ans, 60-65 millions à Alex Stock? Là, oui, d'ailleurs, parlant de Buffalo, là, parlant de 6 ans, puis de chance qu'on ne fait pas un balado au Buffalo. Là, ça s'excite après 2 victoires. Hein? En Tu effet. parlerais des fans des Sabres. Oui, probablement. Fait Les qu'Alex gars. Stock, meilleur que son frère, le frère Toc. OK. Ben, sûrement meilleur que celui du Canadien. Oui. Merci, Pac, d'avoir compris. Alors, oui, moi, j'ai rien compris. Moi, je pense juste à Luke Toc. Mais parce que je suis plus niaiseux que vous autres. Non. En tout cas, Vive dans la ce... fiente. Ouais, c'est ça. Alors, moi, Toc, dans quel contexte j'irais le chercher? Dans une équipe qui a beaucoup de place sous le plafond salarial, qui est à 2 doigts de la coupe, puis qui serait prête à dire, ben écoute, les 3 premières années, on peut avoir, on a de la place sous le plafond, puis ça peut nous propulser, puis après ça, ben les années suivantes, ben c'est pas grave. Ça commence tranquillement à ressembler aux 2-3 années de... Ouais. Canadien, pas un poil, mais t'as 2 ans. 2-3 ans. Trop tôt. OK. Trop tôt. Marc, lorsque la résultante d'une transaction avantage clairement une équipe, à quel point ça peut ébranler le lien de confiance entre les DG et nuire aux transactions futures? Ça dépend comment le directeur général pousse. Ouais. Comme si Kent Hughes, disons, parle à Doug Armstrong puis dit « Hey, ça me fait mal, j'ai Ryan Backer, mais t'as le prochain Brent Burns en Logan Mailloux. » Mais après, ton directeur général, il va te dire « Ouais, t'as poussé un petit peu. » Tandis que si Hughes dit « Garde, ouais, Mailloux, je l'aurais gardé, mais si tu le veux, je te le donne. » Ben, c'est l'autre qui a vraiment voulu l'avoir. Ça dépend de comment les négos sont menés, là. Ben, je vais compléter, tu as raison, parce que je vais compléter avec une scène du film Moneyball. Ah. Je ne sais pas si c'est le livre ou le film, là. Alors, je ne sais pas, je confonds des fois, mais en tout cas, au moins dans le livre. À un moment donné, Billy Beane, le directeur gérant, vise un espoir précis d'une autre équipe. Mais on commence à le voir venir, Beane. Ouais. Alors, il ne peut pas arriver et dire « Je veux, mettons, John Smith. » Ouais, il va demander l'autre. Alors non, ce qui est fait, Billy Beane, il est au téléphone sur le haut-parleur avec son adjoint. Bon, c'est peut-être romancé, tout ça, mais peu importe. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans ce genre-là. Puis là, il dit, ah, ben je t'échange tel gars, mais je veux juste un espoir, là. Là, il parle à son adjoint. Check down dans le livre, là. Ben là, quasiment là, comme si le gars mettait le doigt sur un mini mot, là. Ouais. Mais finalement, il réussit à obtenir son espoir parce qu'il a minimisé son désir d'obtenir le joueur en question. Alors, Glenn Sater a probablement fait ça avec Ryan McDonough oui, c'est possible. il y a Mais quelques années. tu sais, Puis je pense que tu peux, pour répondre à... Excuse-moi, Pag. Ouais. Le lien de confiance, il va être ébranlé aussi si tu envoies, comme on dit, une mauvaise traduction là, de la marchandise endommagée, dans le sens que tu envoies un joueur blessé et que tu as caché des choses que tu connais dans son dossier médical. Et est-ce que Mathieu Darche aurait fait ça avec, puis là je spécule, en disant, regarde, j'ai besoin de profondeur sur mon 4e trio, là, donne-moi donc Heinemann. il joue sa Peut-être. première ligne. Là. Mais je spécule. Oui, parce que Ça peut arriver. je pense que... Oui, mais On le voyait pas comme un joueur de 1er ou 2e trio à Montréal. Par contre, le Canadien connaissait bien Heinemann. Ouais, il l'aimait bien. Alors que... Mais le connaissait bien. Alors que dans l'exemple de Billy Beane, lui, c'était finalement un joueur dans les mineurs que le directeur gérant ne connaît peut-être même pas. Ah. OK. D'ailleurs, là, tu m'ouvres une porte, si je puis me permettre. Tu parlais dans l'épisode régulier du fait que le recrutement dans la Ligue nationale s'était amélioré. Oui. Et là, je sais que c'est un film de baseball. Mm-hmm. Est-ce que ça se pourrait que la sortie de ce film-là ait aidé à donner un peu de lettre de noblesse au repêchage, au recrutement? Bien, le baseball, ce qui est beaucoup plus compliqué... Mais je parle c'est- juste du métier là, Oui, de oui, recruteur. non, pas mais plus parce que aux le baseball, ce qui est statistiques plus avancées? compliqué, c'est que... Pardon? C'est pas plus pour les statistiques avancées. Oui, c'est plus pour ça. Ça a développé les départements d'analytique dans les compagnies, dans les équipes. Je crois que du côté du recruteur, je ne crois pas que les recruteurs dans le film paraissent si bien que ça.
Oui, mais on changeait de... On changeait changeait la mentalité. méthode. Là, On changeait la méthode. de culture. Mais le problème du baseball, c'est qu'il y aura toujours des grosses erreurs qui sont faites pour la bonne et simple raison que c'est le sport où les joueurs sont le plus loin des majeurs OK. quand tu les repêches. Particulièrement les joueurs d'école secondaire qui ont 18 ans. Souvent, ils sont à 5 ans, 6 ans près de faire la ligue. Fait que tu vas arriver... l'affaire la plus terrible qu'une équipe peut faire, c'est de repêcher un lanceur de high school à 18 ans. Écoute, le taux de flop est absolument effarant. C'est drôle parce que, anecdote rapide, là, quand je suis allé en Caroline du Nord voir mon plus vieux en séries éliminatoires, j'étais avec Antoine, puis on a joué au golf une journée. Puis quand tu arrives, puis t'es deux, une jumelle avec deux gars de la Caroline du Nord, puis les deux avaient... Un avait refusé un contrat des Braves d'Atlanta, mais il a joué dans NCAA au baseball. Oui. Et l'autre a joué 8 ans dans les mineurs, dans la filiale des Astros de Houston. Il a persévéré, le gars. Un 8 receveur, ans, là. ouais. Il a persévéré. Moins bon golfeur, mais fort sympathique. Daniel Baudry. Corey Pronman a sorti une liste des meilleurs espoirs de la QV 2027. Il classe Landon Dupont 3e derrière Alexis Joseph et Nazar Piralov. Dupont sort d'une saison d'1 point par match en tant que défenseur de 15 ans dans la WHL. Il semble donc en effet trop tôt pour classer 2 joueurs devant lui. Est-ce que les 2 autres sont exceptionnels ou est-ce qu'on s'emballe trop vite avec ceux qui obtiennent ce statut à 15 ans, comme Dupont, qui semblait perçu comme étant le McKenna-McDavid à la défense? Mais je pense que M. Pronman a réagi au début de saison de Landon Dupont qui a été moins productif offensivement et le fait que les 2 autres joueurs, si on peut dire, ont éclos, dans le sens qu'Alexis Joseph, l'an dernier, jouait dans le midget et cette année arrive dans le junior, il joue bien. Et là, c'est toujours l'idée de la nouveauté. Nazar Piralov aussi, qui est la nouvelle sensation russe. Moi, je pense que Landon Dupont, à mon avis, d'après ce que j'ai regardé cette année, d'ailleurs, sa fiche commence à engraisser un peu. Landon Dupont est encore le meilleur espoir de 2027. Ça risque de changer l'année prochaine. J'aime beaucoup Joseph et Piralov, mais pour le moment, Dupont est encore premier. Et je pense que c'est plutôt un emballement là, de Pronman. Puis surtout, on évite à tirer la gâchette quand un joueur, mettons, qui passe de 15 à 16 ans et qui a eu une saison exceptionnelle ne devient pas nécessairement le meilleur joueur de la Ligue en un mois. Écoute, là, on est au mois de novembre, là, on se calme. Simon Lerat. Ah! Encore? Que serait un épisode Bonnie Sans un rat, sans il y a un une serpent. question du rat? Surtout quand c'est le serpent qui a choisi la question. Oui. hein. J'ai souvent entendu qu'il faut être plus patient avec les jeunes défenseurs car ils prennent plus de temps à se développer. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? On en a parlé souvent. hein, Oui, quand même, je pense que c'est sûr parce que c'est une position qui est plus difficile à jouer que, disons, ailier. Mais, encore là... 22 ans, là, il faut que ça commence à... Oui, comme Ekstrom, là. Ekstrom, c'est bien, là. C'est le temps de le rappeler. Mais c'est sûr qu'on va donner peut-être un 2 ans de plus, moi, je dirais, à des défenseurs. OK. 22 au lieu de... Ben non. 23 au lieu de 21? Ouais. Puis les gardiens, tu peux aller quasiment jusqu'à 25. Ah, il y a encore. Oui. Martin Desgagnés. Quel espoir du Canadien depuis les années 2000 aurait pu s'implanter avec une équipe si, selon vous, il n'avait pas été mal développé par l'organisation? Oui, avec l'équipe, avec le CH, oui. J'ai cherché dans les repêchages. OK. Puis, un moment donné, je me suis dit, bon, où est-ce que je m'en vais avec ça? Est-ce que ça aurait pu être Louis Leblanc? Louis Leblanc, non, mais développé. Je te parle pas de devenir un gars de 50 points, mais qui aurait pu avoir peut-être une plus longue carrière. Écoute, je sais pas. Je sais que l'administration Bergevin avait pas l'air à l'apprécier beaucoup. On l'a échangé en âme rapidement. Mais je me suis dit, non. Il faut aller à un joueur qui aurait peut-être eu plus d'impact et qui joue encore. Surtout où on a plus de façons de l'évaluer. Moi, je te dirais Zachary Foucault. Hein? OK. Un gardien pour faire Mais il joue plaisir à dans le Dag. KHL? Oui. Zachary Foucault, d'ailleurs, qui il y a pas longtemps, couple d'années, 3 ans, avait été repêché par les Caps de Washington. Ouais. Il joue très bien quelques matchs. On le retourne au mineur, on ne l'a jamais revu. Il a fait un blanchissage à son premier match dans la Ligue nationale. Oui. Ouais. Bon, c'est un petit échantillon, tu vas me dire. Mais Zachary Foucault était un excellent gardien junior. Il y en a qui ont dit qu'il a profité du fait qu'il jouait à Halifax, qu'il avait un super gros club avec Nathan McKinnon, Jonathan Drouin. Mais il reste quand même que bien que son début de carrière a été en dents de scie à Hamilton,
avec les Bulldogs, la filiale du Canadien à l'époque, tu sais, c'était pas les meilleures années des Bulldogs, là. C'était pas le Rocket de Laval, là. Fait que moi, je pense que je comprends pas que Foucalé obtienne pas une deuxième ou troisième ou quatrième chance dans la Ligue nationale. On est à la recherche de gardiens. On signe des Russes, mais on en a un là, qui joue dans le KHL. Je pense que c'est un développement qui a peut-être été mal Géré. Ouais. OK. Toi, Mathias, en avais-tu un? Aimais-tu Danny Christo? Vois-tu, Danny Christo, ben, ça revient un peu à Louis Leblanc. Je pense que c'est une version améliorée de Louis Leblanc. Oui. Moi, j'avais Christo comme plafond troisième trio. Mais il ne s'est pas aidé lui non plus. Là. Il ne s'est pas aidé lui non plus, mais c'était un gars qui patinait comme le vent. Ouais. Il provoquait énormément de choses. Et je crois que sur un bottom six comme Georges Justin, il aurait pu être vraiment un joueur fatigant qui aurait pu contribuer à peut-être un 20 points par saison. Alors, ouais, Christo, je pense. Puis moi, je n'avais pas accès aux questions. Là. J'y allais vraiment à brûle pour point. Vois-tu, c'en est un, ça, Mathias. Tu as raison. Il m'a échappé, okay. Christo. Ouais. Puck Norris. Très bon jeu de mots. Oh, un membre de l'armée. Oui, voilà. Est-ce que le manque de production de Sam Dickinson devrait inquiéter? Il n'a que 19 ans, et oui, c'est très jeune pour un défenseur dans la Ligue nationale, mais l'offensive a toujours été sa principale qualité. Ben, on venait de mettre ça à 23 ans. Là. Oui, ben Sam Dickinson qui a 19 ans, c'est sûr qu'il ne produit pas beaucoup, mais regarde, il commence là, à San Jose. Il y a d'autres défenseurs qui ont la priorité sur lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après un début de saison très difficile, il commence à s'améliorer. Il y a un chiffre régulier. On ne le débarque pas. Je serais surpris qu'on le laisse aller à Équipe Canada Junior. Je pense que là, il est en train de bien s'implanter à San Jose. Pour ce qui est de l'offensive, oui, c'est sa principale qualité, mais je ne pense pas non plus que ce soit un joueur offensif élite. Loin de là. Et c'est pour ça que j'ai dit que les Sharks auraient probablement besoin d'un meilleur défenseur offensif que lui pour atteindre le niveau de prétendant à la Coupe. Dickinson, moi, je le vois comme un bon numéro 2, mais qui manque de créativité offensive. Je reviens à la question d'avant, mais Kotkaniemi, ça aurait pu être un bon choix. Non. Ben, non. Oui, mais c'est lui, hein, je pense. Ouais. C'est pas le Canadien qui l'a mal développé, là. Puis non, il y a eu toutes les chances. Je ne crois pas à cette histoire-là de l'avoir amené trop vite ou trop lentement. Ou garde les joueurs, ils trouvent leur chemin. Oui. Ouais. Mathieu Lisotte. Est-ce que la NCAA pourrait devancer ses éliminatoires et son tournoi du printemps, le Frozen Four, de manière à permettre à tous les joueurs de signer un contrat avant la fin de la saison de la Ligue nationale? On entend régulièrement que certains joueurs pourraient se joindre à leur équipe de la LNH si leur équipe de la NCAA est éliminée tôt. Exemple, Ryan Leonard, Lane Hudson ou Sean Farrell. Il y a l'école aussi, non? Oui, c'est appelé ça. Tu viens de répondre à la question. Le problème, c'est l'école. C'est sûr que les jeunes qui s'en vont dans la Ligue nationale peuvent abandonner l'école avant la fin de leur année scolaire. Ça, je pense que ça ne serait pas un problème. Sauf que l'NCAA, tu sais, je te dis pas qu'ils ne collaborent pas avec la LNH, mais à un moment donné, tout changer de structure pour donner 4 ou 5 matchs de plus à des joueurs, ça serait un peu ridicule. C'est sûr que si tu disais, ben là, ils vont finir aux fêtes. Ben là, au fait, il reste une demi-saison. Mais là, finir le 13 avril ou le 30 mars, ben, tu vas donner 3-4 matchs de plus. Écoute, ils n'en ont rien à cirer, eux autres. Félix Gagnon. Est-ce qu'il y aurait eu un actif à l'époque de l'échange de Dobson qui était équivalent à la valeur de Dynaman à ce moment-là et qui vaudrait moins que ce dernier aujourd'hui? Autrement dit, on a perdu un élément de profondeur top 9, somme toute, confirmé par une certaine constance, alors qu'on a peut-être gardé des éléments qui ont peut-être déprécié en comparaison en ce début de l'année. Exemple, Dak, Beck, Florian Jacquet, Joshua Roy, par exemple. Ouais, mais ça, c'est difficile à répondre, parce que peut-être que les Islanders voulaient Heinemann. On n'est pas dans les coulisses, dans les discussions. Voilà. Fait que, tu sais, là, on spéculerait si on... Ouais. Tu sais, peut-être que le Canadien a peut-être essayé de passer Joshua Roy, puis ou un Beck ou un autre. Beck, puis Darche, il n'en voulait peut-être pas. Là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ben n'oublie pas que, oui, le Canadien brandissait le spectre de l'offre hostile, probablement. Ouais. C'était leur effet de levier. Ouais. Mais en même temps, Islanders aurait pu l'échanger ailleurs. Ben écoute, il y en a... Tu comprends? Ouais. Fait que... tu sais, un défenseur droitier de première paire, là, il y en a un pour leur argent. Faut que tu donnes quelque chose. Tout va bien. Ouais. Ouais. Malheureusement, moi, j'ai adoré le choix de Klund, mais j'ai moins aimé le choix de Chesson. Ouais. Mais l'avenir nous dira, et Heinemann.
Écoute, c'était vraiment super comme, si on peut dire, pièce... tu sais, en anglais, on appelle ça un throw-in, là, dans un échange. Tu sais, mettons, un gars que tu donnes pour compléter l'échange, ça a été vraiment formidable. Ben oui. T'es incisif, toi. Moi, j'aime ça. Quoi? Non, t'es incisif. Hitchison, t'aimes pas ça. Ben non, mais c'est ça, Non, on tu le y dit. vas. Non, On non, le dit, tu- puis tu sais quoi? Moi, Si j'aime ça. si dans 5 ans, Hitchison devient une pièce maîtresse des Islanders, j'aime bien les Islanders. Philippe en a passant. raison de dire que J'aime bien les Islanders avec Schaefer et compagnie. Je commence à regarder les Islanders, j'en reviens pas. Mais, non, mais c'est vrai, Ben oui. j'aime bien les Islanders. À cause de Jonathan Drouin. Pardon? À cause de Jonathan Ah, Drouin. certainement, oui. Non, mais sérieusement, écoute, si dans 5 ans, Hitchison, là, il devient un pilier, là, un super numéro 2 qui joue 23 minutes par match, je vais te dire, écoute, On aura un autre chandail à t'acheter. on aura du mea culpa. Bon. Mais j'en reviens à Dobson, là, tu sais, quand tu es allé à la poire, entre la poire et le fromage, Tu dis ça juste parce que pour que je redise le titre Pag et les deux autres, hein, c'est ça? Non, vraiment pas. Mais il critiquait son poids sur la masse salariale. Est-ce que vous pensez que 9,5 c'est trop cher pour Dobson? Non. Est-ce parce qu'à un moment donné, il y a un marché qui est en train de se créer? Tu sais, est-ce que c'est trop cher? Ben, le plafond monte, il faut que tu regardes le pourcentage par rapport au plafond, puis tu prennes les comparables, et le fait que Dobson est à 1 an de l'autonomie à un très jeune âge. Pas 1 an de l'autonomie comme Alex Stock qui a 30. Ouais. Il est à 1 an de l'autonomie, il serait devenu autonome à 26. Ouais. Alors, il faut que tu achètes ces années-là. Le Canadien a acheté des années d'autonomie. Fait que, regarde, c'était le marché, puis je pense que c'est correct. OK. Xavier Roy. L'an passé, Simon disait qu'il ne savait pas qui choisir entre Holloway et Caulfield. Aujourd'hui, il place Caulfield 4e de son repêchage, ce qui n'est pas probablement le cas de Holloway. L'écart s'est-il agrandi entre les deux depuis? Mais regarde, les deux n'ont pas été repêchés la même année. Caulfield en 2019, Holloway en 2020. Regarde, en 2020, je prendrais probablement pas plus que 6 joueurs avant Holloway en 2020, maximum. Alors, puis après ça, ben, tu regardes le mix de ton équipe. Tu sais, Caulfield, il apporte une dimension, Holloway apporte une autre dimension. Alors, dans ton mix, as-tu besoin d'un marqueur ou as-tu besoin d'un joueur peut-être plus costaud, plus agressif, plus complet? Puis je pense, comme je t'ai dit, le repêchage 2019-2020, il est un peu différent. Ce que je pense... Moi, j'hésite encore entre Holloway et Caulfield. De la façon que je construis mon mix. Mais si j'ai plus de Caulfield, ça me prend un marqueur. Tu sais, il y a ça. Là. Ouais. Tu bouches un trou en ouvrant un autre. Fait que oui, tu colmates une fuite dans ton tuyau, mais il y a une autre partie du tuyau qui pète. Fait qu'il y a ça. Oui, ils vont le garder. Michael Lemon. Bonjour Simon. Toi qui aimes les joueurs de talent brut, j'aimerais avoir ton évaluation de Mike Ribeiro à son année de repêchage. Combien l'avais-tu classé et quelle avait été ta réaction lorsque le Canadien l'a échangé aux Stars contre la merveille Yanné Niinima? Ouais. Mike Ribeiro, écoute, on revient pas mal en arrière. Mike Ribeiro, maintenant que sa carrière est terminée. Moi, j'ai couvert ses premiers pas. Puis même, j'ai fait une entrevue. Il n'était pas avec le Canadien encore. J'étais allé l'interviewer dans le petit appartement sur le plateau, à côté du métro Mont-Royal, chez ses parents. Oui, ça remonte au premier jour. Regarde, au point de vue, si tu regardes, c'est le repêchage de 98, Mike Ribeiro a terminé au 5e rang des marqueurs de ce repêchage-là, maintenant que les carrières sont toutes terminées. Il a été choisi 45e par le Canadien. Regarde, c'était un joueur qui était extrêmement habile. Il était tout petit. Il jouait... Il était surtout maigre, parce qu'il était quand même au moins 6 pieds 1. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, il jouait à Rouyn-Noranda. Les points, c'était absolument incroyable. Regarde, je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il a fait. 125 points à 17 ans. Pas grand joueur font ça, hein, dans le junior. Et 167 points à 18 ans. Imagine si ça avait été un athlète rangé. Parce qu'il y a eu des belles saisons. Je pense que c'est plutôt la réaction pour laquelle ils n'ont obtenu que Niinima en retour. Qui, lui, était probablement l'athlète le moins rangé de la Ligue nationale, pire que Ribeiro. Oui, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Puis je pense qu'il y avait un ménage qui était un peu difficile entre Koivu et Ribeiro. Il y a une année où Ribeiro avait eu plus de points. Je pense pas que Toi, tu couvrais l'équipe dans ce temps-là. Ouais. Je pense que c'était mal passé. Ça a été une grosse erreur de Bob Je savais Gainey. pas que Niinima avait
une réputation. Ah, écoute, ils sont allés en chercher un plus, Ah, ouais. un Puis plus wild. les fameux, Un plus wild. les fameux Three Amigos, là, est-ce que c'était vrai, ça? Non, parce que ils étaient ensemble dans le vestiaire, mais José Théodore n'était pas à Pierre l'extérieur. Dagenet, Théodore Mais à et... l'extérieur, il ne se tenait pas de temps avec... mais Ribeiro et Dagenet avaient joué ensemble dans les rangs OK, juniors. donc là. c'est exagéré Ouais. leur lien Ah, hors ouais, glace. c'est sûr. Alors, regarde, Ribeiro, qu'est-ce que j'en pensais, moi, à ce moment-là? Bien, c'est sûr que tu regardes le talent brut, alors même s'il était assez longiligne, même s'il jouait dans la JMQ, bon, qui n'était pas la Ligue de l'Ontario, les points étaient là, le talent était là. C'est un gars, honnêtement, tu le regardais dans le réchauffement, et puis tu disais, c'est un des grands joueurs de l'histoire du hockey. La façon qu'il maniait la rondelle. C'est absolument incroyable. Ah, ouais. On parle des Michigan Trevor Zegras, là. Ah. Mais ce gars-là, Ribeiro, il Quel maniait la talent. rondelle, il défiait les lois de la gravité. Rendu dans les matchs, ben écoute, ça dépendait. Hein, ça Mais tu sais, c'est dépendait. que Ouais. on regarde le Canadien aujourd'hui qui est excitant, puis Ribeiro est arrivé comme une bouffée d'air frais parce qu'on n'avait pas ça. Ouais, Puis, parce que c'était plate dans ce temps-là, le puis, tu sais, il Canadien. n'était pas gros, mais son jeu défensif était sous-estimé. Parce que quand il arrivait le long de la bande, là, c'est rare qu'il perdait une bataille. Je te le dis, là. Puis les gens disaient, ouais, défensivement, non. C'est vrai. Sous-estimé. Je suis d'accord. Ça a été un de mes joueurs préférés de l'époque où j'ai couvert Ben, le hockey, là. Puis, Alors moi, je l'aurais. au Moi, je quotidien, l'avais dans le top. En passant, c'était pas un gros repêchage, le 98. C'était le repêchage de Vincent Lecavalier. Je l'avais top 10. Ah oui? Ribeiro, je l'avais Oh, top quand 10. même, ouais. Mais c'est ton genre de joueur. Ouais. Philippe Gauthier. Commentaire pour le Snake et un peu Mathias. Bonjour. Un peu, hein? Juste un peu. Bonjour. Je suis un peu tanné de vous entendre casser du sucre sur le dos de Kapanen à cause de son utilisation avec Demidov. On a vu d'autres joueurs tels qu'Alex Burrows ou Arturi Lekonen s'illustrer comme joueurs complémentaires à des vedettes. On peut penser à Chris Kunitz ou Pascal Dupuis avec Crosby. D'abord, Kapanen mérite de jouer avec Demidov puisqu'il produit. Vous dites qu'on ne peut le comparer Lekonen à Kapanen. Je suis d'accord. Lekonen, à ses saisons de 2 et 3, avait été coupé de l'alignement à plusieurs occasions dans une équipe plus faible. Qu'aurais-tu dit alors si on l'avait fait jouer avec une vedette à l'époque? Tu me permets-tu juste de Vas-y. commencer, même si Vas-y. le reproche Et puis adressé minimiser. minimiser. Ouais, minimiser, oui. C'est vrai que comme je trouve qu'il s'améliore quand même, Martin Saint-Louis a noté certains aspects intéressants de son jeu. Par contre, contrairement à Burroughs, à Lekonen et tout ça, Kapanen est au centre. Puis est-ce que c'est le genre de profil et de plafond qui va permettre aux Canadiens de passer au prochain niveau? Je pense pas. Je t'ai-tu coupé l'herbe sur le pied? Un petit peu, mais je suis content que tu l'aies dit parce que je te seconde. Et je pense que c'est pas exactement... Tu sais, des gars comme Kunitz et Dupuis, c'est que c'était des joueurs hargneux. Tu Ben comprends oui. ce que je veux dire? C'était des joueurs qui allaient faire un peu le sale boulot. Mais Dupuis avait quand même une intelligence. Oui, pour il avoir était bon. réussi à Non, jouer Crosby. Non, là. non, écoute, j'aime mieux Dupuis que Kapanen, là, Ouais. c'est pas ça que je te dis. Mais je te dis, c'est des joueurs qui avaient de la hargne en plus. Ouais. Et souvent, quand tu veux compléter un trio avec un joueur peut-être qui a moins de talent que le leader du trio, ben tu dois aller chercher des joueurs qui ont plus de hargne. Alex Burrows en était un cas. Et des gars qui peuvent compléter les jeux. Kapanen, là, il n'est pas si bon que ça offensivement. De temps en temps, il me fait son petit but, là. Mais en tout cas. Mais ça, on je peut pense pas que- lui reprocher d'être au bon endroit. Là. Mais moi, ce que je trouve C'est quand curieux... même pas de sa faute s'il compte des buts. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça va baisser. ça. Mais sans le défendre, Ouais, parce que moi aussi, je me questionne, puis je comprends pas qu'on y attribue des qualités défensives, parce que quand on analyse les buts marqués contre, il est souvent pas en train de surveiller la bonne personne, Voilà. il n'est pas au bon endroit. C'est comme quand le jeu il est arrêté dans notre zone, il fait pas le travail. Et pourtant, Martin Saint-Louis, lundi, a souligné le fait qu'il permettait de protéger Demidov. Fait qu'il doit avoir un truc aussi dans son patron de jeu qui fait en sorte que Kapanen aide. Regarde, Philippe, je partage votre point sur les Burrows, Lekonen, Kunitz et Pascal Dupuis, dans le sens que c'était des excellents joueurs complémentaires à des vedettes. Théoriquement, oui. Mais Kapanen, pour moi, ne fait pas partie du groupe que vous mentionnez. Parfait. Philippe Lebel, je suis très curieux de connaître votre opinion sur l'évolution de James Higgins. Il en est maintenant à 11 points à 11 matchs.
Peut-on parler de progression considérant qu'il semble moins bien entouré que l'année dernière ou ça plafonne? Oui, il est moins bien entouré que l'année dernière. Il n'y a plus de Gabriel Perrault. Il n'y a plus de Ryan Leonard avec lui, ça c'est sûr. Regarde, Will Smith, je pense que... Will Smith? James Higgins, ouais. Il a Mais déjà joué à Higgins, Boston College. oublie pas que ça n'a pas été une production fantastique l'an dernier avec Non. Perrault Ben, et c'est pour ça qu'il est parti et de Leonard. premier espoir Ouais. et qui est tombé 7e. Ouais. Parce qu'oublie pas qu'à ce temps-ci, l'année passée, on parlait d'Higgins comme un choix 1 ou 2. là. Oh oui. Bon. Regarde, je pense qu'Higgins, ça va être le cas typique du joueur qui va être meilleur que le soir du repêchage. On le voyait. Un value pick. Ouais. Mais moins bon qu'avant le début de la saison. Comme Shane dernière. Wright un peu. Ouais. Dans le Mais sens pas dans le que- même style non, de non, jeu, mais, mais non, dans non, mais le- dans le sens, c'est ça. Ça ne sera pas un gars qui est digne d'être choisi un, mais peut-être qu'à 7, on va dire, ben, Ok. finalement, tu sais, dans une bonne situation à Boston, il pourrait arriver puis produire plus. Petite parenthèse sur Boston College. Dean Letourneau. Hey, il s'améliore, hein? Oui, monsieur. 11 points en 13 matchs. Et moi, Letourneau, l'année passée, je vais en parler dans la... je vais Ouais, en tu parler. l'aimais pas tant. Ouais. Non, mais regarde bien ça. Ça, c'est le joueur Passe à la immense, question là. suivante, tu vas voir. Vincent Fournier. Le Snake mentionnait que son avis sur McKenna avait changé au moment où il a pu le voir en personne. Je me demande, est-ce qu'il y a un joueur que tu as vu en personne qui a faussé tes données? C'est-à-dire un joueur qui a connu un fort match qui diffère des séquences vidéo que tu as vues? Dean Letourneau. Dean Letourneau, moi, je me suis dit, choix gaspillé, on le prend parce qu'il mesure 6 pieds 6, 6 pieds 7. Un projet de 10 ans. Michael McCarron 2.0. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, l'année passée, quand je suis allé le voir avec Boston College, il était un modeste joueur de 4e trio qui ne jouait que quelques minutes par match. Mais je me suis dit, hey, il est solide sur patin, il est agile, il a un sens du jeu, capable de manier la rondelle. Pas si pire. Pas si pire. Et cette année, 11 points en 13 matchs. Peut-être une autre trouvaille, entre guillemets, des Browns. Ça doit être dur, ça, de ne pas avoir un préjugé. Parce que faire une opinion, puis après ça, la valider en vrai, c'est... C'est dur, oui, c'est dur, parce que surtout que moi, je le répète souvent, je vais avec les probabilités. Les gars de 6 pieds 7 qui sont des projets et qui ont joué dans des calibres inférieurs. N'oublie pas que Dean Letourneau, il a fait le saut de la NCAA à un calibre... il est parti d'un calibre très faible. Ouais. Alors, l'année passée, ça prenait quand même du guts pour monter comme ça dans la NCAA. Puis, garde, je suis très, très optimiste quant à son avenir. On termine avec Pierre-Luc Lapointe-Vézina. Salut messieurs. Question pour toi, Simon. Que penses-tu du début de saison de Carter Bear, l'un de tes chouchous et l'un des miens de l'an passé? Sa production offensive semble au ralenti. Sa blessure au tendon d'Achille l'affecte-t-il toujours selon toi? Bien, je ne sais pas si ça l'affecte, mais je peux dire que lui et Landon Dupont ont moins produit en début de saison. Bear, il était quand même allé au camp des Red Wings. Et là, dernièrement, Bear recommence à devenir le Carter Bear. Il a quand même 19 ans, parce que c'était un late. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait une grosse production. D'après moi, ses chances de faire les Red Wings l'an prochain sont quand même pas mauvaises, même si on a l'habitude d'envoyer les joueurs dans la Ligue américaine. Mais je pense que dans la Ligue américaine, il va cartonner l'an prochain, à ce temps-ci d'année probablement, qui va être rappelé. Et non, je suis pas du tout inquiet. Parlant des Wings, Hama fini, ça s'est calmé un peu. Hein? C'est tout. Ça finit bien, je trouve. Emmett fini. Oui. C'est jamais fini. C'est-tu bon, ça? On finit-tu avec ça? Oups. C'était vraiment pas un jeu de mots, je vous jure. C'est bon? Oui. Je pense Simon? Es-tu encore là? Ouais. Il était branlé. Il est temps que ça finisse. Tag, mon complice de jeu de mots. Merci tout le monde. Salut. Merci les gars.